7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Les accompagnants des élèves en situation de handicap entrent en grève nationale. 4 organisations syndicales appellent à une journée de mobilisation ce jeudi 16 janvier pour obtenir une amélioration des conditions de travail et salariales des AESH. En Guadeloupe, le FSU-SNU-IPP dénonce la précarité d'emploi de ces personnels sous contrat de droit public et relevant du ministère de l'Éducation. Malgré les nombreuses alertes lancées, aucune mesure d'urgence ni engagement n'a été pris. Les AESH n'en peuvent plus et souhaitent désormais une meilleure reconnaissance professionnelle. Reportage de Michel Depape. Nous invitons la presse pour signaler que nous allons nous mobiliser avec les AESH. Les AESH, c'est les personnels qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, nous avons énormément d'élèves qui sont mal accompagnés, mal suivis, tout simplement parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Leur temps de travail auprès de ces enfants handicapés n'est pas suffisant. Et donc, nous nous retrouvons avec un personnel extrêmement précaire, maltraité par notre administration, puisqu'elles n'ont pas des contrats qui sont pérennes. Elles se retrouvent donc dans une grande précarité et donc pour toutes ces raisons, nous nous mobilisons. On a commencé depuis 2-3 ans à discuter très régulièrement avec le rectorat, sous forme d'audience, de courrier, pour expliquer qu'il y a un véritable problème pour les AESH de Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés correctement. Nous avons profité de la grève nationale qui demande le statut pour les AESH, puisqu'il faut savoir que dans la fonction publique, tous les personnels ont un statut, sauf les AESH. Les AESH sont des contractuels à temps partiel, qui fait qu'ils touchent en moyenne 1 000 euros. Ce n'est pas décent et en plus ils sont en CDD. Nous exigeons qu'il y ait une augmentation énorme d'AESH pour permettre à tous les enfants en situation de handicap d'être accompagnés. Nous exigeons que ces personnels puissent avoir dans un premier temps un CDI à temps complet, puis ensuite bien sûr se retrouver dans le statut des fonctionnaires en ayant donc l'accès à la fonction publique de catégorie B. Nous exigeons donc une revalorisation salariale pour ces personnels, mais surtout, en attendant, beaucoup d'entre elles travaillent 21 heures et sont payées 19h30. Nous demandons donc la régularisation de tout leur salaire afin effectivement que ces personnels puissent être payés comme il se doit. Ils ont aussi des problèmes de contrat, les échelons ne correspondent pas, l'ancienneté ne correspond pas, ce qui impacte leur salaire. Chaque fois, on nous dit oui, ça va être fait, c'est normal, on a compris. Il faut absolument qu'ils régularisent, sauf que ça fait maintenant 6 mois qu'on discute avec eux, mais qu'on n'a pas gain de cause. Donc là, on se dit qu'aujourd'hui, la Guadeloupe ne sait pas que des AESH dont on a toujours besoin, parce que c'est eux qui accompagnent nos enfants qui sont en situation de handicap, mais ils sont dans une situation totalement précaire et très mal payée. Allons-nous vers une fusion de nos 2 collectivités ? Ce lundi 13 janvier, la commission ad hoc, composée d'élus régionaux, départementaux et parlementaires, s'est réunie sous la présidence du département à la résidence départementale du Gosier. Cette commission sur les questions d'évolution institutionnelle s'inscrit dans la poursuite des travaux du congrès du 12 juin 2024 sur le principe d'une collectivité unique. À la veille de cette convocation, le président de région Harry Chalus clarifiait sa vision sur l'évolution institutionnelle dans une tribune intitulée « Tout pour l'amélioration du quotidien des Guadeloupéens ». Qu'est-il ressorti de cette commission? Les réponses dans ce reportage d'Olivier Félix. Une très satisfaisante déjà par le nombre de participants, pratiquement à 80%, les membres de la commission ad hoc étaient présents, les parlementaires, représentants des maires et aussi les représentants de région et département. Le président de région y était et c'était l'occasion pour nous de mettre en place la méthode de travail qui a déjà fait ses preuves lors des précédents congrès. Nous avons défini 3 groupes
un groupe qui va discuter de l'organisation liée à la fusion département-région, un autre groupe sur le pouvoir normatif, les compétences, quelles compétences, un autre groupe sur la fiscalité, puisque ce qu'on se dit, il faut bien connaître les flux entre l'État et les collectivités et quelle marge financière que nous pouvons avoir, puisqu'il faut vouloir des compétences, mais il faut pouvoir aussi donc, les assumer. Donc les différents élus se sont prononcés pour une appartenance dans chaque groupe. On va se revoir le 27 pour poursuivre ces travaux. Et le même jour, nous allons rencontrer également l'ensemble des forces politiques de la Guadeloupe. J'ai entendu dire que la région avait un congrès, il n'a pas fait de congrès. Ce n'est pas parce qu'on est président de congrès, on doit faire un congrès. Nous avons travaillé sur un document, vous avez vu dans les journaux, il y a une tribune. Aujourd'hui, le président Losbar a convoqué la commission ad hoc pour qu'on puisse mettre en place la poursuite des travaux suite aux résolutions. Et bien voilà, on a arrêté des mesures, on a arrêté des commissions à mettre en place, des personnes à rencontrer, ça s'est très, très bien passé. Et certains ont posé la question sur la tribune que j'ai fait concernant effectivement le pouvoir normatif, comme je l'ai dit. Je l'ai toujours répété, c'est la population, quel que soit l'article qu'on choisira pour la destinée de la Guadeloupe, c'est la population qui décidera où on va. Rien ne se fera sans la population. Nous sommes sur la même longueur d'onde, mais vous savez que ce sont donc des questions fondamentales qui nécessitent un large débat qui va se poursuivre tout au long de ces différentes réunions de la commission ad hoc. Et ce qui est surtout important, c'est que tout cela puisse aboutir à un congrès avec des résolutions, comme c'était le cas le 12 juin de l'année dernière, et après une consultation populaire, puisque nous tenons à ce que, quelles que soient les décisions que nous pourrons prendre, que cela soit acté et validé par le peuple. J'ai toujours été pour une évolution depuis 2003. Je l'ai réaffirmé à plusieurs reprises. Mais évolution par n'importe quel prix. Aujourd'hui, nous avons du retard. Il faut le rattraper. Nous travaillons dessus. Il y a une stabilité au niveau national actuellement. On a un ministre tous les 3 mois. Il faut que ça se règle. Et par la suite, en continuant ce travail, nous saurons quelle direction prendre, quelle direction proposer à la population guadeloupéenne. Prochaine réunion de la commission ad hoc, c'est le 27. Mais ce que nous souhaitons, c'est que dès le mois de mars-avril, en tout cas, au cours de ce premier semestre, que nous ayons un congrès conclusif qui va aboutir à la mise en place d'une loi organique de manière à concrétiser toutes les résolutions que nous avons pu prendre lors du dernier congrès. Sur les questions de la délinquance, qu'elle soit juvénile ou non, aucune ville de Guadeloupe n'est épargnée. Pour poursuivre et évaluer les actions mises en place contre ce fléau, la ville de Trois-Rivières réunit son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Ce mardi 14 janvier, acteurs et collaborateurs concernés se sont rencontrés pour une deuxième séance de travail. Ils tirent un bilan positif du plan élaboré, mais sont conscients du travail qu'il reste à effectuer. Maxime Morel. Deuxième séance de travail du CLSPD de Trois-Rivières. Donc nous sommes très satisfaits. Nous avons vu que les partenaires sont engagés. Les élus, les administratifs, tous nous voulons que les choses puissent évoluer positivement. Et donc c'est la raison pour laquelle ces 4 commissions qui ont été créées nous permettront encore d'avancer, aussi bien au niveau de l'école primaire, aussi bien au niveau du collège, aussi bien au niveau des quartiers. C'est vraiment l'apport de chacun qui nous permettra de réussir cette gestion de la délinquance sur Trois-Rivières. Évidemment, la gendarmerie a tout son rôle à tenir auprès des partenaires à ce titre-là, que ce soit dans la prévention de la délinquance, dans la prévention des incivilités, dans la prévention des atteintes aux personnes, des atteintes aux biens, de la sécurité routière, évidemment, un sujet. Voilà. Donc à ce titre-là, c'est un bilan qui est prometteur et qui est avec des nouveaux objectifs pour 2025, et c'était le but de cette séance aujourd'hui. Quand le collège appelle à l'aide, c'est qu'il y avait des prémices déjà élémentaires. Donc pour moi, en tout cas, il est important de sensibiliser et de commencer la prévention très tôt. Les jeunes, ils sont principalement dans les établissements scolaires, donc c'est déjà une action réalisée auprès des établissements scolaires. Il y a un vrai travail aujourd'hui de partenariat et de collaboration dans cet esprit-là. Il touche plusieurs formes. Il y a le harcèlement, aujourd'hui, c'est un élément à prendre en compte. Le cyberharcèlement, parce que de plus en plus, c'est aussi à travers les écrans, à travers les réseaux sociaux que celui-ci se produit.
Et puis, même dans le cadre des violences, il y a aussi un message à faire passer auprès des jeunes pour indiquer qu'il n'y a aucun phénomène banal à ce titre-là et une prise de conscience à prendre en compte. On commence déjà à voir les effets des dérives des écrans, la télé à outrance, les tablettes, les portables que les élèves ont de plus en plus jeunes dans les familles et donc répercussions sur le sommeil. On a des élèves qui dorment en classe, on a des élèves qui sont... Alors l'attention est de plus en plus fugace, elle est de plus en plus courte et on a aussi des enfants qui sont sur les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, etc. La Guadeloupe continue-t-elle de perdre ses habitants ? Chaque année, l'Institut national de la statistique et des études économiques publie un bilan démographique pour transmettre les chiffres détaillés de la population nationale. Le rapport de l'année 2024 a été publié ce mardi 14 janvier. Les chiffres sont encore en baisse. Dans le même élan, à Bemao, l'INSEE a organisé une conférence de presse sur l'enquête annuelle du recensement 2025 en Guadeloupe qui débutera le 16 janvier. La question de la composition familiale et de la part majoritaire des familles monoparentales a également été abordée. Les explications dans ce reportage de Charlie Dagonia. Pour l'année 2025, nous attendons, c'est évidemment un recensement qui se passe dans les meilleures conditions, de façon à ce que chacun compte pour les décisions publiques. C'est un recensement qui va démarrer ce jeudi dans plusieurs communes de Guadeloupe. Le recensement se passe sur Internet principalement, donc grâce à votre smartphone, votre tablette, vos ordinateurs. On peut aussi le faire sur papier. La Guadeloupe, 383 569 habitants en 2022. On a perdu sur la période 2016-2022 0,5% d'habitants en moyenne par an, ce qui correspond à 1750 habitants, et au total, ça correspond sur 6 ans à 10 500 habitants, l'équivalent de la ville de Saint-Claude. Donc on a perdu l'équivalent de la ville de Saint-Claude en 6 ans. Alors les nouveautés, le questionnaire internet déjà a été revu avec une ergonomie revue pour une accessibilité garantie sur tous les supports, donc que ce soit ordinateur, smartphone et tablette. Et aussi on a 3 nouvelles questions qui viennent s'ajouter au questionnaire individuel. Donc une première question sur le télétravail, la fréquence du télétravail. Une seconde question sur l'indicateur GALI, donc la limitation des activités quotidiennes, les personnes en situation de handicap. Et enfin, une dernière question sur l'origine des parents. La monoparentalité est beaucoup plus importante dans les départements et régions d'outre-mer. C'est un constat qu'on fait. Donc il faut savoir qu'un enfant sur deux, plus d'un enfant sur deux vivent dans une famille monoparentale. Donc c'est de l'ordre de 53% en Guadeloupe, 55% en Martinique, 52% en Guyane. Ce recensement permet de connaître la démographie, l'évolution de la démographie de la Guadeloupe, de savoir si la population s'accroît, si la population diminue, de savoir quelle est l'augmentation notamment du nombre de personnes âgées. Cette année, il y a de nouvelles questions qui vont être posées, notamment sur les difficultés dans la vie de tous les jours, qui vont permettre de mesurer surtout le nombre de personnes âgées dépendantes, qui permettra d'ajuster ou de prévoir les infrastructures pour les accueillir dans les années à venir. Ces nouvelles questions vont servir à compléter le recensement, à avoir des données plus précises à une maille plus fine de la population, puis ce sont des questions qui sont parfois déjà présentes dans les enquêtes ménages, mais à une maille plus importante. Donc là, avoir des informations plus détaillées au sein de la population et du coup améliorer les politiques publiques, les infrastructures et la qualité de service. Pour sensibiliser le plus grand nombre à la préservation des milieux aquatiques, l'Office de l'eau organise un séminaire sur les eaux souterraines à l'hôtel Arawak du Gosier. Ce mardi 14 janvier, la première journée de rencontre a réuni les élus, les collectivités territoriales et les professionnels autour de sujets propres à notre archipel. De nombreux acteurs étaient présents pour échanger et ouvrir le dialogue sur la qualité des eaux souterraines. Un reportage d'Olivier Félix. C'est très important, ce séminaire sur les eaux souterraines. Il faut rappeler que c'est dans le cadre de cycle. Il y a eu 2 premiers séminaires
concernant les eaux côtières, ensuite les rivières, les cours d'eau et aujourd'hui les eaux souterraines. Il faut rappeler que c'est 20% de la consommation d'eau en Guadeloupe est issue des eaux souterraines et d'ailleurs Marie-Galante, c'est l'intégralité de la consommation d'eau sont produites par les eaux souterraines. Cette nécessité que nous puissions avoir d'autres forages, mais aussi avertir, préserver ces nappes phréatiques, puisqu'on sait que l'environnement, les habitations peuvent avoir des conséquences. Ainsi, lorsqu'on est dans la zone du sud Basse-Terre, avec les problèmes de chlordécone, les eaux sont impactées. Il y a des forages sur la Grande Terre, mais on sait très bien que s'ils sont sous-exploités, là aussi il peut y avoir donc des conséquences. Donc le but du séminaire, c'est d'avertir et qu'on puisse avoir le maximum de connaissances et pour pouvoir affiner nos stratégies, nécessiter d'autres forages, nécessiter aussi de préserver ces nappes phréatiques, puisque lorsqu'ils sont près des côtes, ils deviennent salés, la salinaison donc, des eaux, donc il faut préserver tout cela. Et puis on se rend compte qu'avec l'Office de l'eau, il y a cette communication positive et inspirante pour les années à venir par rapport à la gestion des eaux. Le SMGAG exploite près de 90% de ressources en rivière, de ressources superficielles. Avec les difficultés qu'on connaît, on peut avoir une variabilité, une variation de la qualité de ces ressources-là en temps de pluie, avec des turbidités très élevées et que nos usines ne savent pas traiter. D'où l'idée de diversifier la ressource en ayant des ressources souterraines dont la qualité est plus stable et qui nous permet de distribuer de l'eau en continu et de qualité à la population. Alors, l'intervention de l'État pour préserver les nappes phréatiques, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, il y a, comme je vous le disais, un diagnostic à poser. Donc avec le BRGM, on s'attache à ce que le niveau des nappes soit le bon. C'est-à-dire qu'on n'aille pas en dessous d'un certain niveau, ce qui pourrait, à terme, permettre la salinisation des nappes. Donc il y a donc ce travail de diagnostic d'un côté, avec les outils dédiés. Puis ensuite, il y a un travail de prévention. Donc comment est-ce qu'on prévient les pollutions? Donc il y a un travail des services de la DAF qui sont aux côtés des agriculteurs pour faire respecter la réglementation et limiter les pollutions qui vont dans la nappe. Il y a aussi un travail avec la DEAL qui contrôle les stations d'épuration et il y a un travail du syndicat et de la CCMG qui contrôle également le SPANC, le service d'assainissement non collectif, donc chez les particuliers. Donc à la fois donc diagnostic, préservation, contrôle pour éviter que les pollutions aillent dans les nappes phréatiques qui servent ensuite à alimenter les usines d'eau potable. L'épéiste guadeloupéen et multiple champion Yannick Borel rejoint la maison régionale de haute performance. Ce mardi 14 janvier, l'athlète a été nommé conseiller haute performance au CREPS Antilles-Guyane des Abîmes. Fort de son expérience, il occupera une place de choix dans l'accompagnement des jeunes sportifs guadeloupéens. Un reportage de Maxime Morel. C'est une fierté d'accueillir, déjà on est très content d'accueillir un nouveau collègue et au-delà de ça, le personnage et la personnalité et le cursus de Yannick fait que c'est une fierté aussi de l'accueillir au sein de l'équipe. Emballé à l'idée de pouvoir faire ce que j'ai toujours essayé de faire d'une façon différente, mais c'est-à-dire redonner aux jeunes guadeloupéens ce que moi-même j'ai reçu quand j'étais jeune. Maintenant j'ai une expérience riche, j'ai fait pas mal de compétitions dès mon plus jeune âge. Je suis allé au plus haut niveau mondial et international, et j'allais dire olympique en fait. Donc en fait j'ai un peu fait tout le parcours, on va dire fédéral, classique, en tout cas d'un sportif. Donc je connais le chemin. Je peux donc, je pense, prendre ce rôle de conseiller et apporter mon expertise, mon vécu à nos jeunes qui en ont besoin, je pense. Ces missions vont tourner autour de l'accompagnement des sportifs sur le territoire, mais des sportifs ciblés par l'ANS, ça veut dire des sportifs qui sont sur un registre de compétition internationale à faire des finales ou sur des championnats d'Europe ou des championnats du monde, des coupes du monde. Ça c'est le public cible, la première des missions d'un conseiller, c'est ça, d'identifier, d'accompagner ces sportifs-là et leur encadrement pour leur apporter les meilleures conditions possibles d'entraînement et leur permettre de performer en compétition. Il faut faire perdurer cette tradition du sport en Guadeloupe, cette tradition d'excellence. On
On avait quand même Thésy Riner et Marie-Josée Pérec qui ont allumé la vasque olympique, c'est pas rien, c'est une grande fierté je pense pour notre territoire. Il faut faire perdurer ça, il faut que dans 4 ans, dans 8 ans, on ait encore d'autres sportifs guadeloupéens qui fassent briller la France, mais aussi notre territoire, la Guadeloupe. Nous terminons ce journal avec un point d'étape sur le tournoi international féminin de tennis W35. Après 2 jours de compétition, le tableau final se dessine avant le clap de fin de la compétition ce dimanche 19 janvier à Petit-Bourg. Face à des athlètes internationales, les sportives guadeloupéennes parviennent à tirer leur épingle du jeu. On fait le point avec Charlie Dagonia. Alors le tournoi a bien commencé, on a eu la phase qualificative ce week-end et puis là le tableau final commence aujourd'hui. On a été gêné par la pluie, tant et si bien que les premiers matchs ont commencé il y a à peine une demi-heure. Alors pour l'instant on avait commencé dimanche lundi avec les qualifications, ça se passait très bien. Et aujourd'hui ça se passe bien, on a été un peu embêté par la pluie mais c'est le début du tableau final, mais pour l'instant non, ça se passe très bien. Alors nous avons énormément de joueuses qui se sont déjà fait un nom sur le circuit mondial. Harmony Tan qui n'est pas présentée puisqu'elle a gagné déjà Serena Williams à Wimbledon. Nous avons aussi 2 espoirs mondiaux du tennis, Vicky Mboko et Claire Vienne Gounou, qui viennent de disputer la finale en Martinique. Alors mon rôle, moi, je suis là pour donc organiser tout ce qui est côté sportif, c'est-à-dire tout ce qui est tableau et programmation en général. Déjà, ça c'est mon rôle premier. Je suis là aussi pour gérer tous les arbitres et les juges de ligne qui sont sur le tournoi, qui viennent officier. Et je suis là aussi pour vérifier que le comité d'organisation respecte bien le cahier des charges édicté par la Fédération internationale pour ce type d'événement. Ça a été compliqué ça a été compliqué en qualification. Là, nos premières joueuses jouent dans un tableau final en double. Je suis agréablement surpris de leur comportement puisqu'elles jouent contre une équipe qui est bien plus forte qu'elles et elles se débrouillent vraiment de manière remarquable. Pourvu que ça dure et en tout cas ça va être une très bonne expérience pour elle. Le tournoi, ce que fait Jean-Philippe et son équipe, c'est vraiment très très bien. Ça fait plusieurs années, ça fait 4 années que moi je viens le faire et franchement ils font du très bon boulot et c'est un très beau tournoi et franchement tous les joueurs qui viennent là ils apprécient vraiment de venir sur Petit-Bourg. Le tournoi va durer jusqu'à dimanche. Dimanche après-midi on aura la finale. Cependant j'invite tous les Guadeloupéens à venir voir les matchs de ce soir, enfin d'aujourd'hui. Et de demain, il y aura de belles rencontres. Et puis, il y a notre Guadeloupéenne, une de nos Guadeloupéennes, Brandy Mina, qui joue ce soir. Et on espère qu'elle pourra nous amener la première victoire. Avant de se quitter, nous parlerons d'une opération qui aura lieu ce dimanche 19 janvier 2025 au rond-point de l'Alliance à Baie-Mahault. Il s'agit d'un cycliste, une vie, partageons la route, organisé par l'association Run Caraïbes. Pour en parler, je reçois ce soir Gaël Lomino. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président donc de l'association Run Caraïbes Delta Plan et vous organisez cette manifestation. Quel est son objectif ? Alors tout d'abord, son premier objectif, c'est de conscientiser en fait les automobilistes et les cyclistes, rendre hommage à nos cyclistes et inciter les gens à faire du vélo comme sport, mais sur des parcours sécurisés ou en club, afin en fait d'avoir une meilleure sécurité. Donc c'est un travail de fond qui a été fait sur ce projet depuis dans les années 2010, puisque moi je faisais de la compétition avant. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'accidents. Et il y a même maintenant des accidents mortels. Donc depuis 2014, j'ai commencé à étudier un petit peu la tendance. Et je constate qu'en 2024, en fait, ça reprend en fait, de l'envol. Et en octobre, quand il y a eu un décès encore d'un de mes amis, en fait, qui pratiquait du vélo, je me suis dit qu'il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose pour conscientiser tout le monde. Parce que les cyclistes deviennent automobilistes aussi. Et en fait, il faut que tout le monde arrive à s'autodiscipliner sur ce point-là. Lorsqu'on voit un cycliste, plus qu'on puisse se dire, bon, on partage, on préfère attendre au lieu de dépasser dangereusement. J'ai beaucoup d'amis qui assez souvent sont heurtés par des voitures et les voitures ne restent pas. Donc, ils se retrouvent par terre et on part. Donc, c'est vraiment pour essayer de conscientiser le maximum de personnes sur la sécurité routière et qu'on puisse partager entre automobilistes, cyclistes, la route en fait. Très bien. Et quelle forme prendra justement cette opération et comment les téléspectateurs qui nous regardent pourront y prendre part ? L'inscription est gratuite, il suffit d'appeler
Alors 910-120, on appelle, on écrit. Et en fait, le but, c'est qu'en fait, les cyclistes, ils vont arriver. Alors, on va discuter avec eux pendant une dizaine de minutes, faire un petit peu le récapitulatif de tout ce qui s'est passé et comment nous, on peut arranger les choses pour ne pas commettre les mêmes erreurs des années précédentes. Donc, on va bien communiquer au début et ensuite, on va faire un tour ou 2 tours ou 3 tours. Ça veut dire que comme il y aura des débutants, il y aura des confirmés, il y aura des amateurs, donc pour que tout le monde puisse participer. Et je suis bien content de voir qu'il y a beaucoup de débutants qui se sont inscrits. Donc ils avaient un petit peu peur, mais c'est vraiment au choix. C'est soit 1 tour, 2 tours ou 3 tours. Et tout le monde va à son rythme. Donc il y a un système qui sera mis pour que les gens puissent être au premier tour, au deuxième tour. Il y aura quelqu'un pour mettre le tempo, pour que ça puisse pas aller trop vite. Et au troisième tour, on va un petit peu libérer les amateurs et les confirmés. Mais c'est vraiment pour réunir le maximum de cyclistes dans un même lieu et avoir cet effet de masse pour montrer le nombre de vies en fait. Puisque un cycliste, une vie, le nom une vie, un cycliste, une vie, c'est par rapport en fait à la prévention en fait. On va beaucoup parler des accidents sur la route avec les voitures, les motos, mais on parle très peu des cyclistes puisque c'est à peu près 2%, il n'y en a pas beaucoup, mais ça reste quand même des vies. Donc c'est pour ça, un cycliste, une vie, partageons la route. Très bien. C'est un rappel qu'il faut faire attention aussi à nos cyclistes. Donc le rendez-vous est donné ce dimanche 19 janvier 2025 à partir de 7h au rond-point de l'Alliance pour une manifestation qui s'appelle Un cycliste, une vie, partageons la route. O-News Radio sur outremernews.fr.